bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, ce sont les Simpsons qui sont à l'honneur. On en est au 3e épisode et jusqu'ici, on s'est intéressé à l'histoire de la série et aux personnages qui la peuplent. Pour ce nouveau volet, on quitte Springfield pour se pencher sur des personnes de chair et d'os, celles grâce à qui la série existe. On va parler de Matt Groening, bien sûr, le créateur de la série, mais aussi des différents showrunners, des scénaristes, des comédiens, des comédiennes qui prêtent leur voix aux personnages. À mes côtés, pour explorer les coulisses des Simpsons, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors, le créateur des Simpsons, donc on l'a dit, c'est Matt Groening. Matt Abraham Groening, né en 1954 à Portland, en Oregon. On le disait dans un des épisodes précédents, son père s'appelle Homer, comme Homer Simpson. Son père était dessinateur de bande dessinée et l'a encouragé très vite à faire du dessin son métier. Et en 1977, il a obtenu un diplôme de philosophie et un de cinéma. Mais donc effectivement, on en avait déjà parlé dans le premier épisode. Il a commencé à se lancer dans l'illustration avec Life in Hell, un comic strip cynique basé sur sa propre expérience de Los Angeles. Un comics qui va devenir un succès très rapidement et qui paraîtra dans plus de 200 journaux américains pendant près de 10 ans. Et je crois que James L. Brooks avait reçu une double planche qui était les 10 façons de mourir à Los Angeles, un truc comme ça. En fait, voilà, il recensait de quelle façon on pouvait en gros basiquement se suicider dans cette ville. Donc voilà, vraiment une mise à plat explicite du mal-être citadin américain tel que le comic book entre guillemets. Alors, on peut pas parler d'underground parce que là, on est dans un truc qui est publié et lisible à travers le pays, mais en tout cas qui est dans l'héritage du comic book underground. Matt Groening a été, selon ses propres dires, soutenu et inspiré par une cartooniste qui s'appelle Linda Barry, qui est pareil, avait un style de dessin ultra chargé et en même temps volontairement enfantin, et qui racontait des choses horribles avec les dessins les plus mignons qu'on puisse faire, quoi. Souvent aussi très dépressifs, et qui lui a mis le pied à l'étrier. Ouais. Alors on pourrait dire peut-être que c'est même l'équivalent de ce qu'on voit aujourd'hui en fait dans les logiques de comic strip sur internet comme Jordan Bardella, je crois, c'est ça, où il y a quelque chose de très caustique en fait dans visuellement quelque chose d'assez mignon mais en même temps étrange, quoi. Et quelque part en fait le truc c'est que c'est le gros je pense avantage en fait de Matt Groening, parce que encore une fois, comme on l'a dit, en fait, les Simpsons, c'est un carton très vite. Et en fait, il faut quand même arriver à faire passer des idées assez, nouvelles pour la télé américaine, en fait, en prime time, sur un dessin animé. Donc, comme je pense toutes les créations importantes, en fait, en gros, ce qu'il faut vraiment signaler, on l'a déjà dit dans les précédents épisodes, c'est que c'est très personnel en fait pour lui, les Simpsons. Alors, t'as cité son nom, son second prénom, Abraham, qui est aussi par exemple le personnage du grand-père, quoi, d'Abraham Simpson, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui font que je pense que il est arrivé au bon moment avec cette série. Mais en fait, il n'y avait que lui qui pouvait vraiment faire cette série, en tout cas l'initier, parce que je pense aujourd'hui il est beaucoup plus détaché, on va dire, de ça, quoi. Et voilà, mais il n'est effectivement pas seul. Et il a eu le soutien en fait par exemple, Rafik l'a cité, James L. Brooks. Et ce soutien, il est assez important parce que James L. Brooks, c'est un peu
tu vas peut-être me corriger, Rafik, hein, mais le chantre d'une certaine comédie américaine, en fait. Vraiment quelqu'un qui a, une approche finalement à la fois caustique de son métier, de son rapport à la fiction, et aussi un côté mentoresque, en fait. C'est-à-dire qu'il est le mentor de pas mal de scénaristes et de créateurs à Los Angeles. Parfois les plus inattendus, même d'ailleurs, hein, puisque il y a notamment parmi les gens qu'il a beaucoup soutenu et qui est un de ses amis proches. Tu penses à Shane Black ? Je pense à Shane Black, merci Stéphane, qui vraiment considère Brooks comme son parrain, quoi. Oui. Et du coup, en fait, le fait que Brooks soit sur le projet des Simpsons, en fait, c'est extrêmement important parce que c'est lui qui va arriver à comprendre la dynamique initiale, en fait, de la série. C'est-à-dire que, en fait, c'est une série d'animation faite par des animateurs et un créateur qui veulent impérativement passer en prime time. Et mine de rien, passer en prime time à cette époque-là, ça sous-entendait de faire quelque chose de beaucoup plus policé que ce qu'étaient les Simpsons à leur début. Aujourd'hui, les Simpsons, c'est la norme. C'est vraiment devenu, il y a tellement de contenu aujourd'hui, il y a tellement de choses qui en plus sont inspirées par les Simpsons, ne serait-ce que dans l'animation. Sans les Simpsons, pas de Rick et Morty, pas de Family Guy, pas de Futurama, c'est Matt Groening, mais pas de South Park. Et on donc, en parlera dans le prochain épisode en détail. Mais aujourd'hui, du coup, les Simpsons, c'est timoré à côté de tout ça, en fait. C'est devenu la norme. Voilà, c'est ça. Mais pour devenir la norme, il fallait que ça soit vraiment ce projet personnel, petit, etc., qui va dépasser même les gens qui l'ont fait. Et il fallait que quelqu'un y croie. Et ce quelqu'un, c'était clairement James L. Brooks, en fait, à cette époque-là, quoi. Petite précision par rapport à l'illustrateur que tu citais tout à l'heure, c'est Johan Cornella. Johan Cornella, pardon. Et merci. pas Bardella, qui effectivement a un style très étrange, avec des belles illustrations, mais des personnages qui parfois ont une formation absurde. Ouais, et puis des comportements dépressifs, ou voire violents, ou passifs-agressifs. Et en fait, c'est lié au dessin. Mais en fait, c'est un héritage du comic strip, en fait, tel qu'il se faisait, et dont Matt Groening est aussi un héritier, quoi. Alors Matt Groening, il a remporté 12 Emmy Awards, 10 pour les Simpsons et 2 pour Futurama, et il a reçu sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2012. Mais donc, tout ça ne serait pas arrivé, on l'a dit, sans James Brooks. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur qui est ce James L. Brooks, pour les personnes qui ne le connaissent pas? James L. Brooks, c'est donc à la fois un producteur et réalisateur américain, un producteur surtout qui a brillé dans la culture américaine avec une série qui a été immensément populaire au tournant des années 70-80, qui s'appelait Taxi, qu'on ne connaît pas du tout en France, mais qui a lancé notamment... Andy Kaufman, voilà. Ted Danson et Danny DeVito. Et qui s'est aussi lancé donc dans la réalisation, avec notamment un mélodrame pareil qui en France, dans mon souvenir, n'avait pas été un grand succès, mais qui a cartonné aux États-Unis et surtout qui a été couvert d'Oscars, qui s'appelait Tendre Passion. C'était en 1984, je crois, donc avec Jack Nicholson. Donc voilà, c'est un dépressif, comme souvent les artistes comiques new-yorkais, juifs. Alors c'est peut-être on pourrait presque le qualifier de Woody Allen light quelque part. Mais si on veut comprendre, californien. De Woody Allen, californien. Il vient de New York au départ, mais après c'est ce qu'il représente aussi. Maintenant, il représente effectivement Los Angeles. Mais si on veut comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de ce gars-là, il a fait un film qui est pas tout, c'est pas une autobiographie, mais sur une problématique qu'il connaît bien, qui est As Good As It Gets. Pour le pire et le meilleur. Pour le pire et le meilleur, dans lequel Jack Nicholson joue je ne sais même pas quel nom ça, un dramaturge, je crois, c'est ça, non? Oui, mais un dramaturge schizo, parano, enfin voilà, complètement inadapté au monde, en fait, quoi. Donc c'est voilà, mais en même temps quelqu'un de très sociable, et on a tout intérêt à l'être quand on est producteur, et qui du coup voilà et peut être sensible au caractère hyper dépressif de la BD de Matt Groening d'un côté, qui, par la force des choses, s'adresse à un public particulier, très urbain, mais aussi capable de le
transformer en quelque chose de plus large public. C'est-à-dire qu'il sait comment arrondir les angles, on va dire. Même si au départ, là, quand il fait rentrer les Simpsons dans le Tracey Ullman Show, il n'y a pas encore cette idée d'en faire un truc national, quoi. Mais quand ça va passer à la Fox, le rôle de James L. Brooks sera absolument nécessaire pour justement garder l'énergie agressive, dépressive de l'univers de Matt Groening dans un cadre qui soit plus accessible pour un public qui ne se reconnaîtrait pas forcément là-dedans. Aussi, alors parmi les noms importants du début des Simpsons, il y a Brad Bird, qu'on connaît évidemment aujourd'hui puisque c'est le réalisateur des Indestructibles et du Géant de Fer et d'un Mission Impossible notamment, et de Ratatouille évidemment. Donc un grand un grand nom de chez Pixar, mais et ce n'est pas quelqu'un qui a fait forcément automatiquement ses classes dans les Simpsons, hein, mais par contre qui a clairement défini l'aspect, ce que moi je qualifierais de pop culturel en fait des Simpsons. Alors la pop culture, ce que ça traite en fait, si tu veux, la façon dont les Simpsons le traitent, ça vient de Matt Groening, hein. C'est quelque chose avec lequel il a grandi. Par exemple, son père c'était un cartooniste et qui faisait des films d'animation sur le surf, hein, par exemple. Donc il était totalement dedans dans les années 60 parce que c'était ça la pop culture des années 60, hein. Mais donc c'est quelque chose qu'il connaît sur le bout des doigts, Matt Groening. Mais par contre, en termes de langage d'animation, je pense qu'on doit beaucoup à Brad Bird, parce que Brad Bird, c'est quelqu'un que je pense, en fait, et là je le dis pas de manière, subjective, mais c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme un génie parce que c'est quelqu'un qui a un vrai, qui a toujours démontré, en fait, si tu veux, son talent de façon très, très, appuyée, quoi. Et tout le monde dans l'industrie le considère comme ça, en fait. Et qui sait qu'il est talentueux. Voilà, et qui sait qu'il a conscience de son talent. Et en gros, c'est un cinéphile. C'est quelqu'un, en fait, qui est à la fois intéressé par le cinéma d'animation et le cinéma live, qui considère que c'est fondamentalement la même chose, parce que c'est un langage, et qui va rapporter ce langage, en fait, dans les Simpsons. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette notion que dans de précédents épisodes, j'ai touché du doigt le fait qu'il y avait des fois, en fait, une mécanique du suspense à la Hitchcock qui était parodiée. Dans les Simpsons, il y avait la façon dont le langage, en fait, du cinéma d'action est parodié, par exemple à travers les McBain et ce genre de choses. Et ça, on le doit vraiment clairement à Brad Bird. C'est le réalisateur du clip Do the Bartman, en fait, où déjà il y a la logique de parodie de super-héros, donc c'est pas étonnant, en fait, qu'on le retrouve des années plus tard sur les Indestructibles, même si les Indestructibles, ce n'est pas une parodie à proprement parler, mais cet amour, en fait, de ça, quoi. Et du coup, ce qui est très intéressant avec Brad Bird, c'est qu'il a fait rentrer donc ce langage-là à un point où, en fait, ça devient l'un des éléments aussi, en fait, quand tu t'intéresses à la pop culture, d'attachement, en fait, des Simpsons. C'est-à-dire que tu te rends compte que d'un seul coup, la série, elle te parle de quelque chose que tu connais, de la manière dont tu le connais. C'est-à-dire que, pareil, j'avais fait cette référence, et j'ai pas forcément appuyé sur ce que ça voulait dire, à Terminator 2, dans un épisode des Simpsons Horror Show où Homer tue le zombie Flanders. Et cette référence, c'est ce moment où le Terminator, en fait, fait tourner son flingue, et le braque vers la caméra. Et en gros, son fusil, quoi. Et en fait, c'est fait exactement de la même manière parce que, en gros, d'un seul coup, il n'y avait pas seulement l'idée de copier le geste de Schwarzenegger pour le parodier, mais de copier la mise en scène qui accompagne ça. Et en gros, et c'était très direct, hein, parce que je crois que cet épisode, il date littéralement de l'Halloween suivant, en fait, de 91 ou un truc comme ça, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, toute cette notion-là, c'était très, très nouveau à l'époque, en fait, dans la télé américaine, dans les films d'animation dans la série d'animation, pardon, qui était généralement pas forcément filmée comme ça. Et il a apporté ce langage, en fait, qui a ouvert beaucoup de voies aussi, en fait. Brad Bird a fait les Simpsons avant les Simpsons, puisque donc comme on l'a dit, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Il faisait partie des meilleurs élèves du CalArts, donc la California Institute of the Arts. Il était dans la même classe que John Lasseter et Tim Burton notamment.
Et par contre, contrairement à eux, lui, il a eu du mal à démarrer sa carrière. Il a pas mal galéré, et entre autres parce que je pense que c'est une grande gueule et quelqu'un qui a un problème avec l'autorité. Donc, pas facile de travailler avec lui. Et de galère en galère, il s'est quand même retrouvé, parce qu'il était talentueux, sur une série à prestige au milieu des années 80, qui était Amazing Stories, produite par Steven Spielberg, dans laquelle il a fait un épisode animé qui s'appelait Family Dog, et qui racontait l'histoire d'une famille américaine vue par les yeux du chien. Et en fait, on a déjà la dynamique des Simpsons dans cet épisode, et notamment le personnage de Bart, le gamin dans cet épisode de Family Dog est vraiment, on a l'impression déjà de voir Bart, même si graphiquement c'est pas du tout lui. La façon de placer la caméra non pas à hauteur du regard humain, mais à exagérer les perspectives, parce que justement c'est vu en contre-plongée, etc. Enfin voilà. Il le réutilise dans les Simpsons, littéralement. Il y a Petit Papa Noël et l'épisode d'introduction du personnage. Cet épisode Amazing Stories a tellement impressionné qu'ils ont tenté ensuite d'en faire une série animée, donc qui a existé, qui était produite par Tim Burton et qui finalement n'a pas suffisamment marché. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule saison de Family Dog, mais Brad Bird n'était même pas dessus. C'est-à-dire, il a initié une série et on ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses pour que finalement il se fasse virer alors qu'il avait littéralement créé le concept. Et donc voilà, quand il se retrouve sur les Simpsons, il reprend effectivement sa revanche, et il est très doué pour mettre en scène. Comme tu le dis, visuellement, les dynamiques familiales. Je renvoie, il suffit de revoir les scènes des Indestructibles. Toutes les scènes familiales, elles fonctionnent incroyablement bien, et aucun personnage n'est mis hors champ, quoi. C'est vraiment le lien entre eux qu'il arrive à mettre en scène. Donc pour ça, il est crucial. On insiste sur lui parce que, en fait, malheureusement, son nom, si on s'en tient au générique des Simpsons, on a l'impression que Brad Bird n'est pas là. Mais en fait, il a vraiment été là tout le temps. Celui qui est mis en avant, parce qu'il est tout aussi important, c'est David Silverman. Donc qui lui est par contre crédité comme réalisateur des épisodes essentiels de la saison 1, et qui va en gros largement contribuer à donner une charte graphique. Me semble-t-il, le réalisateur du film. Et réalisateur du film, voilà. Mais voilà, Silverman, il a le caractère officiel, on va dire, contrairement à Brad Bird qui est dans l'ombre, en fait, mais dont on sent la patte partout. Et voilà, et je renvoyais, donc, je citais cet épisode, Le flic et la rebelle. Les gens qui ont beaucoup aimé Les Indestructibles, Ratatouille et tout, revoyez Le flic et la rebelle, et vous allez retrouver exactement la patte et la rythmique de la mise en scène de Brad Bird, même si l'épisode est signé David Silverman. En tout cas, il a donné le langage des Simpsons, c'est-à-dire que voilà, et je pense qu'en fait, tout parce qu'il est parti assez tôt, finalement, encore une fois, il a fait peut-être 6-7 saisons, je crois, et ce langage, en fait, a perduré malgré tout. C'est-à-dire qu'en gros, à la fois dans l'écriture, à la fois dans la façon de mettre en scène les gags, etc., et il a perduré par la force des choses, puisqu'en fait, il a infusé, encore une fois, le reste de la culture d'animation, en fait, à la télé, quoi. Donc, encore une fois, sans ce langage-là, alors South Park, c'est à part, c'est encore différent, mais par exemple Family Guy, où il y a carrément une scène d'action, en fait, entre le personnage du père et une mascotte, et ça devient une espèce de gros truc d'action comme un film hollywoodien. C'est un langage, en fait, qui n'aurait jamais existé. C'est une scène qui n'aurait jamais existé sans l'apport des Simpsons là-dedans, en fait. Et cet apport-là, clairement, c'est Brad Bird. Alors, il y a quelqu'un d'autre aussi dont on n'a pas encore parlé, mais qui fait partie du trio de showrunners au début de la série, sur les saisons 1 et 2. Il y a donc Matt Groening, James L. Brooks, et le troisième homme, c'est Sam Simon. Oui, tout à fait. Donc on en a effectivement parlé dans un épisode précédent pour insister sur la façon avec laquelle il avait tenu à conserver l'idée que c'était les personnages qui racontaient l'épisode et pas les gags, parce que jusque avant les Simpsons, effectivement, quand il s'agissait de cartoons, on était encore dans la culture comic strip, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les 2 minutes, il fallait avoir une chute à un gag donné, et tout était construit pour arriver à ce gag-là. Et chez Sam Simon, c'est pas comme ça que ça marche. On raconte l'histoire. Donc, on se préoccupe d'abord de savoir qu'est-ce que cet épisode raconte, quelles sont en gros, les interactions et les dynamiques et les émotions, etc., les thématiques. Et les enjeux. Et une fois qu'on a tout ça, les gags vont venir d'eux-mêmes, parce que de toute façon, on est des comiques, au sens où voilà, le staff qu'il a regroupé autour de lui, c'est des gens qui aiment déconner. Donc, une fois qu'ils ont le récit et qu'ils savent de quoi ils sont en train de parler, ils vont le faire
d'une façon comique, ils vont rajouter des conneries et fréquemment d'ailleurs les scènes vont être réécrites pour justement que la thématique résonne mieux avec le gag. C'est-à-dire que le gag ne vienne pas se mettre en travers de ce que tu es en train de raconter. Et certains scénaristes parlent parfois de sessions où la même scène a été littéralement réécrite 20 fois, juste pour s'assurer que le gag n'était pas un truc qui tout d'un coup, pouf, sortait. Il y a un truc important par rapport aux Simpsons, considérant que c'est un sitcom. Alors aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais à l'époque, c'était entre guillemets révolutionnaire. Il n'y a pas de rire enregistré. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas au spectateur à quel moment c'est drôle. Et l'idée, c'est de ne pas forcer le rire. Donc il y a des gens qui regardent les Simpsons sans rigoler, mais juste ils sont intéressés par ce qui se passe. Ils veulent savoir est-ce que Marge va avoir ce qu'elle désire dans cet épisode, parce que franchement elle le mérite, tu vois. Et finalement ils vont passer à côté de la plupart des vannes. Il y a pas de punchline, au sens où souvent, un gag des Simpsons fonctionne en 5 ou 6 temps successifs, par exemple. De chute, quand tu entends punchline, c'est chute. Oui, c'est ça, la punchline. Parce que les punchlines existent dans les Simpsons, mais dans les sitcoms habituels, on monte un truc jusqu'à ce qu'un personnage dise une phrase, et là, tu as un rire de 30 secondes préenregistré, qui était c'était la punchline, c'était le point final, quoi. Il y a pas ça dans les Simpsons. Donc il va y avoir un premier gag, souvent par exemple physique, qui va immédiatement juste après être enchaîné avec un truc complètement surréaliste qui a rien à faire là, et tu comprends pourquoi ce truc surréaliste dans la seconde suivante, tu vois. Donc c'est souvent 3-4 temps successifs, mais encore une fois toujours en lien avec ce qu'on était en train de raconter. Si on était en train de parler à ce moment-là de la tristesse du personnage, il faut que le gag soit triste, il faut qu'il fasse grincer des dents. On peut pas juste après faire un truc drôle, optimiste, quoi, par exemple. Et donc Sam Simon a largement insisté, Oui. C'est lui qui a été l'artisan de... C'est ça, mais d'une façon peut-être un peu brutale, parce qu'il n'a pas forcément bonne réputation. Oui, je crois que ça s'est pas très bien terminé entre lui et c'est d'ailleurs lui a quitté pour le coup la production, hein. Il n'est plus producteur du tout. Il est mort, hein, Sam Simon. D'une part, mais... il est mort en 2015. Mais avant ça... Oui, mais c'est quelqu'un qui a fait sa fortune aussi avec les Simpsons, hein, vraiment. Hein, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de richissime et qui est mort, si je dis pas de bêtises, d'un cancer assez grave, en fait. Et voilà, et ça a été assez documenté, en fait, sa mort au moment... voilà. Mais c'est vrai que c'était une personnalité forte, quoi. C'était vraiment quelqu'un de comment dire... qui pouvait avoir un fonctionnement clivant, quoi. Il y a une dernière personne dont je voudrais qu'on parle du côté de l'équipe, la production, des scénaristes, etc. C'est Al Jean, parce que Al Jean, il a été showrunner sur les saisons 3 et 4, et puis il a été rappelé ensuite, et c'est lui qui est à nouveau showrunner depuis la saison 13. Alors, certaines mauvaises langues diront depuis que la série commence à perdre en qualité, à perdre des spectateurs. Mais bon, il est là, il tient toujours la barque. Vas-y. Alors moi, je connais assez peu en fait la carrière de Al Jean, donc je vais pas trop m'avancer. Ouais. Non, je pense après la problématique en fait, c'est que là on pointe du doigt un truc qui est quand même particulier dans les Simpsons, c'est que en gros, je sais pas tant en fait si c'est l'idée même que ce soit un showrunner en fait qui puisse annuler la qualité des Simpsons s'il en a été responsable à une certaine époque, mais plus le fait que, encore une fois, comme on parlait d'une série qui est restée dans le temps et qui a été finalement dépassée par toutes les autres séries, hein, d'une certaine manière ou d'une autre, avec des personnages qui sont tellement emblématiques que tu peux plus vraiment les sortir de leur canon, en fait. Toute la subtilité, les Simpsons n'ont plus à mon avis le luxe d'être subtil. C'est fini. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que Matt Groening, c'est pas tant qu'il s'est désintéressé des Simpsons en soi, hein, c'est que en fait, dans sa conception des choses, il avait besoin de se réinventer. Et se réinventer, ça voulait dire aller faire Futurama. Et aller faire Futurama, ça veut dire, en fait, à un moment donné, se reconfronter à des problématiques. Parce que ça avait beau être le créateur des Simpsons, ça avait beau être le plus gros carton, en fait, de la télé américaine en termes d'animation, etc., etc.
les Futurama, en fait, c'était pas gagné d'avance. Et d'ailleurs, en fait, c'est une série qui a beaucoup souffert, en fait, de multiples annulations, d'un fandom qui est revenu, en fait, pour le recréer. Et quelque part, ça a relancé une dynamique de création pour quelqu'un comme Matt Groening qui a besoin d'être, à mon sens, en contre, Dans le challenge. dans le challenge, en fait, et puis d'être en contre, si tu veux, contre la société, entre guillemets, pas contre la société, mais Mais contre. s'inscrire en faux. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que les Simpsons, ça pouvait plus être ça. Donc, quelque part, en fait, je sais même pas s'il y a un vrai responsable, si ce n'est, en fait, le succès et la durabilité des Simpsons, en fait, qui est plus responsable, à mon sens, en fait, voilà. Et ça, c'est pas pour dédonner Al Jean, dont je suis comme Rafik, connais pas forcément la carrière de façon, hyper prononcée, mais je pense que c'est une fatalité des Simpsons. C'est une fatalité, et du coup, jusqu'à un point, voilà, il y a eu on va parler des comédiens, mais il y a eu des énormes, et très publicisés, des énormes, en fait, combats entre la Fox et les comédiens pour le salaire, en fait. Et notamment, en fait, c'est pareil. À un moment donné, il y a ce truc qui me semblait complètement aberrant là-dedans, que la Fox, en fait, tu disais, il y a un autre agenda. Ils veulent faire autre chose, il y a un autre problème, en fait. C'est pas lié aux comédiens. Les comédiens, ils méritent leur salaire. C'est-à-dire que, en fait, ils représentent les voix des Simpsons, ils représentent les Simpsons, en fait, la personnalité des Simpsons. Mais l'idée, c'est que, je crois que c'était en 2007 ou 2008 ou 2009, après le film, il a été question à un moment donné de changer le casting. Et ça aurait forcément tué la série. C'est sûr. Et donc, du coup, en fait, quelque part, c'est à la fois le truc où tu te dis, bah oui, essayons. Mais je pense que c'était pas forcément le principe de Fox, à l'époque. Essayons de changer le casting, essayons de recréer les Simpsons, entre guillemets. Mais en fait, non, c'est pas possible, puisque, en fait, c'est aussi le fait que ça soit là depuis tant d'années qui fait que, en gros, si tu veux, il y a un espèce de confort, un espèce de facilité de regarder ça et d'y revenir. Je pense, à mon avis, personne ne regarde une saison entière de A à Z aujourd'hui. Enfin, si, il y en a forcément, mais la saison 30 ou la saison 29, je pense pas qu'il y ait des gens qui disent « Ah si, je vais regarder la saison entière de début du A à Z parce que je suis tellement fan ». Je pense que c'est plus un truc de confort, tu tombes dessus, tu fais « Ah ». Il y a cette consistance. C'est comme quand tu vas au McDo, Voilà. et tu sais que tu auras toujours ton Big Mac et tes frites. Sauf que c'était pas du tout le McDo, les Simpsons, c'est ça le truc. Et c'est-à-dire qu'en fait, le fait que ce soit devenu cette espèce de goût familier, cette espèce de truc sur lequel on peut revenir sans trop de problèmes, c'est le vrai problème, en fait, de la, je pense, de la chute, entre guillemets, des Simpsons, quoi. De toute façon, personne ne pouvait imaginer déjà qu'elle puisse passer les 10 saisons. Tu vois, c'était à l'époque où ils ont découvert qu'ils avaient fait plus d'épisodes, par exemple, que les Pierres à Feu. Ils étaient tous complètement les bras leur en tombés parce que c'était quand même une institution de la télévision américaine. Et là, ils se retrouvaient à se dire waouh, on en est arrivé à ce point-là. 10 saisons, c'est incroyable. Donc, oui, 35, on est au-delà du concevable. Et on sait bien qu'une série télé peut pas tenir sur la durée, surtout quand tu as commencé avec un niveau d'exigence aussi délirant, qui d'ailleurs a été largement au cœur des problématiques entre les différentes personnes de l'équipe créative, parce que dans les premières années, la critique, notamment américaine, était tellement subjuguée par la qualité d'écriture des Simpsons qu'elle passait son temps à le mettre en avant sous le nom de Matt Groening, qui évidemment n'était que la source du projet, mais pas celui qui écrivait les épisodes. Et quand on parlait de Sam Simon, qui au bout d'un moment a pris la mouche et a fini par dire par se barrer, c'est aussi parce qu'il considérait que lui et son équipe, ils étaient quand même les gens qui faisaient vivre ces personnages, et que Matt Groening avait un peu trop de crédit. D'une certaine façon, Futurama, ça a été un rappel de dire oui, mais Matt Groening, c'est ça. Donc c'est une autre forme d'humour, une autre forme d'écriture. On aime ou on n'aime pas, mais c'est pas les Simpsons. Les Simpsons, c'est toute une équipe, quoi. Donc Al Jean et Mike Rice qui reprennent à partir de la saison 3, leur projet aussi, c'est de revenir, c'est de garder ces fondamentaux, en fait. Ils vont quand même les maintenir sur ces saisons-là. On va dire le moment où ça part en vrille, c'est plutôt généralement considéré autour de la saison 8 et 9. C'est à cette époque-là qu'on commence à avoir des épisodes qui vont créer des ruptures du continuum espace-temps chez les fans, qui vont se demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Avec des personnages qui se mettent à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, ou bien qui, dans le cas d'Homer, deviennent excessivement stupides jusqu'à du coup l'absurde et le non crédible, etc. Oui, et puis il y a ce truc aujourd'hui. Alors récemment, il y a eu une espèce de petite, micro,
levée de bouclier, parce que, en fait, il y a une réécriture des Simpsons. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un épisode récent, là, je ne l'ai pas vu, c'est vraiment tout récent, qui, en fait, inscrit le passé des Simpsons dans les années 90. C'est-à-dire que Homer était un adolescent dans les années 90. Et en fait, c'est cohérent, puisque les Simpsons ne vieillissent pas. Donc forcément, en 2020, Homer qui a 38 ans, forcément, il y a 20 ans, donc tu vois, il était ado, il en avait 18 à l'orée des années 2000. Si on prend l'inverse, aujourd'hui, Bart aurait l'âge que Homer a dans la série. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que donc c'est cohérent de suivre cette logique-là si tu racontes ce genre d'histoire, mais les fans, en fait, on signalé leur mécontentement parce qu'ils ont dit, en gros, ce n'est pas possible, c'est vous réécrivez l'histoire des Simpsons. Mais en fait, le problème, c'est que ils sont dans une impasse. C'est ça le souci. C'est-à-dire que c'est à la fois cohérent et à la fois, en fait, tu es obligé de... C'est presque un reboot perpétuel. C'est leur problème aujourd'hui. C'est qu'ils refont des épisodes qu'ils ont déjà faits parce qu'il faut maintenir la cadence, en fait. Et est-ce qu'on peut vraiment raconter autant de choses avec une famille, un univers, en fait, et tenir, en fait, 30 ans? C'est ça la question, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment la faute de personne, en fait. C'est juste le fait que c'est maintenu en vie. Oui, non, les différents showrunners qui sont passés à la barre, je pense, il faut leur rendre justice. Ils ont tous essayé quand même de maintenir le navire dans le cap dans lequel ils s'étaient inscrits. C'est pas facile. Arrivé à la saison 7, les gros sujets avaient tous été épuisés. Par exemple, t'avais fait le divorce, t'avais fait l'infidélité, t'avais fait le problème scolaire de Bart. Enfin voilà, on peut pas renouveler sans arrêt le potentiel. Et donc c'est l'époque où la série a commencé à multiplier les épisodes avec des formats inédits. 22 histoires à propos de Springfield ou des choses comme ça, tu vois, où une même histoire était racontée sous des regards différents à la Rashomon. Bon, mais le simple fait de passer sur ce type de format-là, c'était juste pour renouveler en fait les façons de raconter la même chose. Et puis, c'est une manière de dire aujourd'hui, l'exemple que je donne, c'est une manière de dire que ça s'adresse plus au même public, en fait. C'est-à-dire que c'est par la force des choses. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gamins qui découvrent les Simpsons sur Disney+, sur machin, etc., à la télé, à travers ces nouveaux épisodes-là, qui vont pas forcément aller regarder les vieux épisodes, qui étaient jusqu'à Disney+, pas forcément disponibles tout de suite comme ça. Et du coup, forcément, il y a une réécriture, et eux, ils vont grandir avec cet aspect entre guillemets canonique en fait des Simpsons. C'est oui, Homer c'est un ado des années 90, voilà. Bon, mais c'est très étrange parce que c'est né dans les années 90 les Simpsons, donc du coup en tout cas à la fin des années 80, mais vraiment c'est une série des années 90, donc ça fait bizarre de se dire mais en fait non, Homer il a toujours été ce vieux gars bedonnant, gros de 38 ans, en fait dépassé par les événements, etc. Donc pourquoi est-ce que vous réécrivez cette logique-là? Et en fait, les deux points de vue se valent. Donc c'est toute la problématique en fait que traversent les Simpsons, je pense. On reviendra un peu plus en détail sur l'avenir justement qui attend les Simpsons, faire peut-être quelques spéculations dans le prochain épisode. Avant ça, j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet. On les a mentionnés brièvement. C'est les comédiens, les comédiennes qui prêtent leur voix aux personnages. Dans la version américaine, donc c'est Dan Castellaneta qui incarne Homer, Julie Kavner qui joue Marge, Nancy Cartwright, on l'a dit, qui joue Bart, et Yeardley Smith qui joue Lisa. Mais il faut savoir que chacune joue plusieurs personnages en même temps. En fait, là, j'ai cité uniquement les personnages principaux qu'ils incarnent. Castellaneta, par exemple, il fait Krusty. Exactement. Voilà. Donc ça participe encore de ce qu'on disait sur le fait que Krusty pouvait être le pendant d'Homer, le pendant clownesque d'Homer, en fait, qui est déjà un clown en soi, en fait, quelque part, quoi. Mais oui, alors c'est un fonctionnement qui est très lié à l'animation aussi, je pense, parce que comme tu ne vois pas les acteurs, et que les acteurs, en fait... sont des acteurs. Sont des acteurs qui sont capables de jouer plusieurs personnages, voilà. Et ça crée, en fait, des situations... là, récemment, il y a eu une polémique autour de la voix de Hank Azaria, en fait, qui fait Apu. Ouais. Mais il ne fait pas que Apu, d'ailleurs, il fait plusieurs autres personnages. Et en fait, le fait qu'il ne soit pas donc d'origine indienne, alors qu'il fait la voix depuis 25 ans, 30 ans, en fait, il a fait la voix pendant 25 ans, c'est devenu donc un débat sur lequel, effectivement, ils sont comment dire... il a dû lui-même se retirer, en fait, de lui-même, et dire, voilà, je cède ma place, en fait, à un comédien
que l'on considérera plus adapté. Mais la problématique, en fait, c'est que du coup, ça recrée une situation où d'un seul coup, presque, en fait, on a l'impression que c'est un comportement qui serait lié à ce que tu vois, en fait, avec la fameuse meute qui parodie, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une évolution avec le temps. Donc, en fait, le truc par rapport à ça, c'est que y a plus ce côté poil à gratter. Et ça, c'est aussi représenté par ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ici, il faut que ça existe, il faut que ça continue. Donc voilà. Et du coup, il y a cette problématique, en fait, qui a touché un peu, finalement, tous les comédiens, alors pour des raisons différentes, en l'occurrence. Hein. Mais je sais que Dan Castellaneta, il s'était fait, à un moment donné, la réflexion qu'il en avait marre de passer pour un idiot. Et que tout ce qui était casté autour de lui, c'est-à-dire, c'était des idiots. C'est-à-dire qu'on le prenait pour jouer un idiot, parce qu'il est aussi comédien physique, hein, c'est-à-dire, on le voit dans des films et tout ça, etc., etc. Et ça, parce que les personnages étaient des stars, eux-mêmes devenaient d'une certaine manière des stars, en tout cas parce qu'on les envoyait en prime time dans des shows, dans des night shows, dans les late shows et tout ça. Et en fait, c'était quelque chose, ils exprimaient une frustration. Et pour finir par accepter finalement aussi le fait que, en fait, d'une certaine manière, ils seront célébrés et connus pour avoir été la voix d'Homer Simpson, pour avoir été la voix de Marge, etc. etc. quoi. Il y a aussi un aspect important, je crois, qui était la décision très tôt, dès le début même, je crois, de faire en sorte, dans la mesure du possible, que les comédiens enregistrent ensemble. Ce qui n'est pas forcément non plus quelque chose de fréquent dans le cartoon américain. Alors, en vérité, c'est à nuancer. En fait, c'est seuls les comédiens qui doublent les voix de la famille travaillent ensemble. Les autres acteurs de doublage ne travaillent pas du tout ensemble et ne se voient que très rarement. Parce que justement, ils font des personnages qui interviennent sur des moments précis. Mais si, par exemple, tu as Apu qui est sur tout un épisode, par exemple, l'épisode où il est accueilli dans la famille des Simpsons parce qu'il a plus son mini-mart, il me semble que là, il est vraiment présent devant Julie Kavner, etc. C'est pas simplement pour avoir la dynamique de jeu, en fait, parce que c'est aussi construit. L'animation, elle est construite autour des comédiens. C'est quelque chose qui se fait dans l'animation pour le cinéma, mais à la télévision, on a tendance à pas faire ça, parce qu'encore une fois, à la télévision, l'animation n'était que gag-oriented, donc on se fout de savoir qu'il y a une dynamique de jeu de comédien, puisque c'est pas des émotions dont il s'agit, c'est d'aller au gag. Or, les Simpsons, c'est de l'émotion, donc c'est du jeu. On en revient effectivement à ce que je racontais, l'anecdote que je racontais dans un épisode précédent, où justement, en fait, le fait que l'animation n'ait pas suivi la dynamique émotionnelle des voix, en fait, mais ne serait-ce que pour le simple fait de redessiner les yeux ou de refonctionner en fait sur le trait, quoi, c'était en fait ça pose un problème parce que d'un seul coup en fait la tonalité était différente et du coup il fallait suivre ce truc-là et c'est en ça que les créateurs des Simpsons et les producteurs, les artistes, James L. Brooks, tout ça, considéraient justement qu'en fait ils faisaient un sitcom live mais en animation. C'était vraiment leur truc. Ils disaient, si vous voyez comment on fonctionne, vous comprendrez que en gros, oui, on fonctionne comme un sitcom classique, en fait. Si ce n'est qu'il est animé. Voilà. Et là, on a parlé des voix américaines, mais on ne peut pas ne pas parler des voix françaises, parce que en France, quand on a grandi avec les Simpsons, c'est à ces voix-là qu'on identifie les personnages. Et je pense que le succès de la série n'aurait pas été le même sans ces voix-là, sans cette localisation, cette adaptation aussi au public français. Donc celui qui joue Homer, c'est Philippe Pétieux, qui a doublé aussi Danny DeVito dans Batman, Le Défi, qui joue Voldemort dans le premier, qui joue la voix de Voldemort dans le premier épisode d'Harry Potter. Et puis Marge, c'est Véronique Augereau, qui l'incarne. Et qui est sa femme à la vie. Qui est sa femme dans la vraie vie. Ils sont mariés et femmes. Et qui a un CV plutôt badass, puisque c'est la doublure voix de Linda Hamilton, de René Russo, de Jamie Lee Curtis et de John Allen. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me toujours fait marrer, parce que comme je regardais beaucoup les Simpsons quand j'étais gamin, et que j'ai à la même époque, d'ailleurs, il y a une citation dans Terminator 2, on reparle de Terminator 2, en fait, il y a ce No Problemo qui est repris en fait par Schwarzenegger et par le personnage de John Connor, mais il y a en fait aussi effectivement Véronique Augereau qui faisait la voix de Sarah Connor et Philippe Pétieux qui faisait la voix du beauf
du beau-père, de John Connor. Et du coup, ça m'a toujours fait marrer parce que, en gros, il y avait ce truc où je me disais, putain, mais c'est les Simpsons. C'était presque trop méta, en fait, dans la VF pour moi, quoi. Mais ça veut dire que tu les reconnais. C'est-à-dire que je pense que Pétieux et Augereau, ils ont plus ou moins le même problème. Alors, Augereau, peut-être un peu moins, parce qu'elle a vraiment modulé une voix très, très prononcée, très, très rauque. Elle parle de voix d'aspirateur déglingué. Voilà, c'est très rauque, en fait, donc elle l'a poussé vraiment beaucoup, très, très loin, mais c'est normal, c'est la voix de Marge en anglais, hein. Et du coup, elle peut beaucoup plus moduler quand elle fait René Rousseau ou Linda Milton. Et du coup, Linda Milton, tu le perçois quand elle s'énerve, tu vois. Mais pour le coup, Philippe Pétieux, il y a des moments. Moi, je l'ai même là récemment, je l'ai vu dans un jeu vidéo, en fait, où il joue un méchant. Et en fait, c'est lui. Il a dans Ratchet & Clank, il joue le personnage de Dr Nefarious. Et tu reconnais Homer, en fait, en regardant ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que. Alors ça, c'est une anecdote qui est complètement un peu hors Simpson, mais quand même c'est lié. C'est-à-dire que en fait, il y avait un DVD, je sais pas si tu te rappelles de ça, Raph, en fait, de Scary Movie français à l'époque, en fait, au début des années 2000, où je sais pas qui était le responsable éditorial de ce DVD, il avait décidé d'utiliser une voix d'Homer Simpson et de guider les gens à travers les bonus, en fait, avec une voix d'Homer Simpson, mais c'était pas la voix d'Homer Simpson, c'était pas la voix de Philippe Pétieux. C'était quelqu'un qui imitait très très mal la voix de Philippe Pétieux. Et ça m'avait fait halluciner parce que je me suis dit, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était lui aussi, à mon avis, il ne l'avait pas eu parce que soit il n'était pas disponible, soit, ça je suppute, hein, il était trop cher pour le DVD. Et du coup, le mec s'est dit, ah bah on s'en fout, on va quand même faire une voix à la Homer Simpson parce que c'est facile à imiter. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout, c'est pas facile à imiter. Et du coup, c'est là, c'est un tribut en fait à la voix de Philippe Pétieux vraiment et à son travail parce que en fait, il a fait quelque chose, il a créé quelque chose, il a recréé quelque chose dans la VF. Et c'est pareil, il est là depuis 30 ans lui aussi, qui est mine de rien en fait, bah non, tu fais pas ça aussi facilement que t'as beau le reconnaître ailleurs, t'as beau machin, t'as beau te dire tiens lui il essaye de faire Homer Simpson, bah t'es pas aussi bon quoi. Et mine de rien, voilà, c'est quelque chose d'assez fort et c'est finalement comme l'art du doublage français se perd un peu ces derniers temps parce qu'ils ont plus forcément le temps de travailler comme avant. Bah voilà, c'est assez respectable en fait. Moi, je les ai rencontrés à un cocktail tous les deux, et le fait qu'ils soient mariés, en fait, les oblige d'une certaine manière à être en représentation, parce que les gens savent qui ils sont et quel personnage ils imitent, et du coup, en société, ils s'amusent pour amuser la galerie. Ils se parlent l'un l'autre comme s'ils étaient Marge et Marge, quoi. Et j'espère pour eux qu'ils n'ont pas trop d'occasions de sortir parce que ça doit être épuisant à la fin d'être tout le temps en représentation. Au-delà du cast récurrent, du cast voix récurrent, les Simpsons, c'est aussi un nombre de guests incroyable, plus de 700 qui sont apparus dans les différents épisodes. Un record certifié par le Guinness Book des records. Alors, je vais vous faire un petit quiz. Est-ce que vous saurez retrouver de qui il s'agit? If you are looking for trouble, you found it. Your theory of a donut-shaped universe. It's intriguing, Homer. I may have to steal it. Stephen Hawking. Là, effectivement, j'ai commencé facile. Je me suis dit qu'on allait prendre quelqu'un de bien reconnaissable. Effectivement, Stephen Hawking, qui joue son propre rôle dans la série. Et qui vanne Homer à base de physique quantique, là. On va voir si le deuxième est tout aussi simple pour vous. A solar eclipse. The cosmic ballet goes on. Does anyone want to switch seats? Krusty wants out! No. The world needs laughter. Well, my work is done here. What do you mean your work is done? You didn't do anything. Didn't I? Est-ce que vous l'avez reconnu? Au début, je sais pas pourquoi, j'étais sur Morgan Freeman, mais pas du tout vers la fin. Non. Non, ça ne Moi, me dit j'aurais rien. peut-être dit Dustin Hoffman. Ah non plus. Voilà. Non, c'était Leonard Nimoy. Ah oui. C'est Nimoy, d'accord. C'est Nimoy, tout à fait. Qui, là aussi, joue son propre rôle, il me semble, et qui va sauver Krusty le clown. Le troisième extrait, cette fois, c'est une femme. Je pense que vous devriez trouver sans trop de difficultés. Conductor, you know the rules. Take off some clothes. Springfield, what's their deal? Aw, that's so sad. And as entertainers, it is our solemn duty to cheer them up for a little while. Alors, petit indice, elle n'est pas comédienne à la base, elle est chanteuse. Britney Spears, non? Non. Non?
Non. Et elle a une voix quand même assez reconnaissable. Après, c'est peut-être pas le genre de musique que vous écoutez. Non. Il paraît que, d'après certains classements, ça a été une des pires guests parce qu'elle joue pas forcément très très bien, ou alors, en tout cas, c'était pas une grande réussite. C'est Lady Gaga. D'accord. Ah ouais, mais là, on on est dans des épisodes qu'on regardait plus, là, tu vois. On l'écoute pas et on regarde plus les Simpsons à cette époque-là. Non, c'est vrai que c'est un petit peu plus récent. Alors bon, ça va être de plus en plus compliqué. Pour le prochain extrait, il a un timbre de voix très reconnaissable. Il est britannique et vous allez voir, il jure beaucoup. Stop your bloody whinging, Marge! You f***ed up, Big Blue, didn't you? Why did you invite Homer? He stole your bloody thunder. You're not as fun as him, and you never will be. Darling, crying's not fun. Homer's fun. Now get out of my dream. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est pas facile, mais c'était aussi pour montrer qu'il n'y a pas que des artistes, il n'y a pas que des comédiens, des chanteurs, des musiciens qui viennent en guest. C'est pas, je sais pas moi, McEnroe. Non, j'en sais rien. Ça aurait pu. Il y a eu quelques sportifs aussi. Il y a eu Shaquille O'Neal notamment. McEnroe, il est américain. Ah bon ? Je crois, oui. Non, là, c'est le chef cuisinier Gordon Ramsay. Ah oui, Gordon Ramsay. Qui est connu, qui a quand même un phrasé très particulier. C'est dans le cadre d'un épisode spécial qui porte sur la cuisine et sur les chefs. Il y a aussi Anthony Bourdain qui fait une voix en guest. Donc voilà, Gordon Ramsay. Un dernier extrait, c'est à nouveau une femme. Elle a un rôle récurrent dans la série. Je ne vais pas vous en dire plus, hein. On va voir si vous devinez. I saw all your awards, Lisa. They're mighty impressive. I just keep them out to bug Bart. Don't be bashful. When I was your age, kids made fun of me because I read at the 9th grade level. Me too. Hey, Mom! Look at me! Look at what I can do! I see you, Homer. That's very nice. Although I hardly consider a separate piece the 9th grade level. Yeah, more like preschool. I hate John Knowles. Me too. Donc, ce personnage... c'est la mère d'Homer. Et là, donc, t'as Rafi qui est en train de chercher sur IMDb. Voilà. Qu'est-ce qu'il joue ? Tu triches. Ah oui, mais moi, Non, mais je vois pas qui c'est. C'est Mona. Oui, c'est Mona le personnage Simpson, de Mona et c'est Glenn Close. Ah, Glenn Close. Ouais. D'accord. C'est Glenn L'actrice Close préférée de Stéphane. D'accord. Non, par contre, ce qui est marrant, comment dire, des Simpsons, c'était Simon Pegg qui disait ça. Quand on lui demandait en fait quel serait pour lui en fait, donc Simon Pegg, le comédien de Shaun of the Dead, qui joue dans l'émission Impossible, etc., qui disait quand on lui demandait quelles seraient vos plus belles réussites, et il disait me faire parodier dans les Simpsons. Donc on me demande en fait d'apparaître dans les Simpsons, ça serait le truc ultime en fait quelque part. Et mine de rien, ça m'avait fait réfléchir parce que je me suis dit c'est vrai en fait, c'est un truc. Je pense que si t'es comédien et qu'on t'appelle pour ça. Et tu jouais ton rôle en plus, tu as une représentation parce que mine de rien, voilà, les Simpsons, ça a commencé par Michael Jackson et compagnie, quoi. Donc c'est vraiment dès le début, c'était très très fort en fait. Stephen Hawking, des mecs comme ça, c'est des grandes figures en fait connues, quoi. Donc se retrouver là-dedans, ouais, il y a quelque chose de totalement, comment dire, fantasmatique et presque éternel en fait, j'ai envie de dire, parce que en gros, les Simpsons, ça restera quand même comme un monument en fait de ce que ça représentait à un temps donné, en fait. Et même je suis sûr que même dans 50 ans, en fait, on continuera à parler des Simpsons, puisque ça fait déjà 30 ans que ça dure, quoi. Même s'il n'y en aura plus, on continuera à savoir que ça a été un marqueur culturel, quoi. Ouais, c'est une série qui a marqué son siècle. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On n'en a pas terminé pour autant. Il nous reste encore un dernier épisode la semaine prochaine. De quoi est-ce qu'on parlera ? L'héritage des Simpsons. Et oui, l'héritage des Simpsons. Pour finir cette collection en beauté, on parlera de l'impact que la série a eu, l'impact culturel considérable que la série a eu en 32 ans d'existence, entre les projets avortés, les séries d'animation qui se sont lancées dans son sillage et l'avenir du show. On en a parlé un peu aujourd'hui, on va le développer un petit peu plus la prochaine fois. On aura de quoi faire. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le 3e épisode de cette collection. Merci. Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Simpsons. Et d'ici là, portez-vous bien.